Bienvenue à cette deuxième capsule sur la chasse-galerie et autres récits morales et littérature orale. On va aujourd'hui, ou dans cette capsule, entrer plus directement dans ce qu'est la tradition orale et entrer dans le recueil d'Honoré Beaugrand. Donc, je tiens à vous mentionner dès le départ que vous aurez besoin de votre recueil à portée de main pour bien suivre cette présentation. Donc, vous pouvez le récupérer rapidement avant qu'on commence. Donc, tradition orale, conte et légende, on va commencer par faire des distinctions, hein, donc entre tradition orale, conte et légende, justement, et j'attire votre attention sur le petit encadré dans le coin en haut à droite. Précaution, les distinctions fournies ici ne sont pas universellement acceptées et ne peuvent s'appliquer à tous les textes. Donc, les théoriciens du conte et de la légende, en plus on lit sur ces propos, plus il semble y avoir de contradictions ou d'oppositions. Donc c'est possible que vous retrouviez des informations un peu différentes ailleurs. Donc je vous le mentionne. Par ailleurs, ça reste un modèle, hein, et bien sûr on va le voir même avec les textes de Beaugrand, les auteurs n'écrivent pas en se fiant à ces modèles-là, et donc chacun des textes a un peu sa particularité, hein, ne colle pas complètement au modèle, et ça fait partie de la beauté de la littérature, hein, que de voir comment les auteurs divergent du modèle ou du canevas général de ce qu'est un conte, ce qu'est une légende, etc. Donc d'abord la tradition orale, hein, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des récits, contes, légendes, chansons, anecdotes, hein, donc c'est assez large, issus du folklore ou d'un fond mythique transmis de génération en génération par voie orale. Donc, tradition, on a déjà le terme de l'idée d'une filiation, ou une transmission de génération en génération. Donc, par voie orale, donc d'où la tradition orale. Donc, la tradition orale, c'est un ensemble de récits donc mouvants, donc soumis au fonctionnement de la mémoire, donc de génération en génération, on va voir pardon, se modifier parfois les légendes, les contes, hein, les chansons. Donc c'est le principe, hein, du bouche à oreille ou du téléphone arabe, où il y aura des variations qui vont s'intégrer dans les divers récits. Et donc, il y aura aussi une coexistence souvent de plusieurs versions d'un même récit. Donc, vous pouvez connaître différentes versions de Rose la Tulipe, différentes versions de la Corriveau ou différentes versions, par exemple, de la Chasse-Galerie. Hein, donc, puisque c'est un matériel malléable que celui issu de la tradition orale, puisqu'il n'y a pas un auteur premier. Hein, donc, ce sont des textes qui généralement sont issus, donc on dit qu'ils sont issus de la tradition, donc ils n'ont pas prétention à l'authenticité ou à l'originalité. Hein, au mieux, on va voir apparaître avec les années par le passage à l'écrit, une version canonique. Et donc, dans le cas, par exemple, de la version de la Chasse-Galerie d'Honoré Beaugrand, on va parler de version canonique, hein, du canon. Donc, celle qui s'est imposée avec le temps, mais qui n'est pas, donc, Honoré Beaugrand n'est pas l'auteur n'est pas l'inventeur de la chasse-galerie, hein, il en est le consignateur qui va un peu passer dans la tradition. Et donc, tradition orale, hein, et donc une particularité des récits issus de la tradition orale, ce sera l'effort pour des auteurs, hein, lorsqu'ils vont les mettre à l'écrit, pour traduire cette oralité, hein, cette prononciation, rendre le niveau de langue des locuteurs, hein, et il y aura aussi une mise en évidence souvent de l'énonciation, hein, donc la présence d'un conteur, par exemple. Donc, on va essayer de retrouver des traces de l'oralité dans des textes issus de la tradition orale. Et même à l'intérieur de des écrits, hein, il y aura cette volonté de véhiculer ou de mettre en scène la tradition orale, soit par un personnage de conteur ou soit par d'autres formes de la tradition orale. Par exemple, hein, dans la Chasse-Galerie, on retrouve une chanson, hein, la chanson du canot d'écorce qui vole. Hein, donc, c'est une forme de la tradition orale qui s'inscrit à l'intérieur d'une autre forme de la tradition orale qui est la légende. Donc, parmi ces formes, on va distinguer maintenant conte et légende. Donc,
distinction des contes et légendes, encore là, je vous rappelle que c'est pas si simple que ça. Hein. Là, j'ai fait un bel encadré avec ce qu'est un conte, ce qu'est une légende. Vous noterez qu'entre les deux, il y a une ligne pointillée. Hein, donc, pour bien dire que la frontière est parfois poreuse, hein, que certains textes se situent quelque part entre le conte et la légende. Donc, on va les comparer sous 5 points: l'origine, la spatio-temporalité, le registre, la visée et la forme. Donc d'abord, le conte, on peut dire qu'il est issu d'une tradition orale, certes, multiséculaire, donc vieille de plusieurs siècles, quasi universelle. C'est pour ça qu'on va dire que sur le plan spatio-temporel, le conte s'inscrit dans une forme d'intemporalité, un temps imaginaire, voire un lieu inconnu. C'est la fameuse phrase « il était une fois ». C'est quand ça, une fois, on le sait pas. Et donc, vous pensez au conte de fées de Charles Perrault, des frères Grimm, le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, voire au conte des Mille et une nuits, qui rappelle davantage cette idée de tradition multiséculaire. Donc, ce sont des motifs universels, souvent des motifs similaires parmi les différents contes. Donc, le conte se déroule donc dans un passé qui est non identifiable, souvent dans un lieu qui est aussi non identifiable, symbolisé par la formule d'entrée « il était une fois », qui nous projette dans cet espace-temps où des événements surnaturels ont cours. Mais on le verra sans nécessairement produire un sentiment d'étrangeté. Donc, à l'inverse, pour l'origine, la légende a une origine qui est, elle, sacrée, qui est d'abord associée à des miracles. On parlait de la légende de Saint Sébastien, par exemple, donc dans la légende des saints qui font des miracles. Donc, derrière la légende, il y a cette notion de sacré. Donc, c'est un fond mythique, historique, mais ancré aussi dans un contexte national, voire régional. On peut retrouver des traces dans l'histoire de la légende de Saint-Sébastien, par exemple. Donc, c'est inscrit dans un lieu, dans un temps spécifique. Tranquillement, avec le temps, le mot légende va aussi en venir à désigner un récit historique plus large. Donc, Victor Hugo va écrire, par exemple, la légende d'un siècle pour décrire le 19e siècle français ou le 18e siècle français, par exemple, l'arrivée de la Révolution, etc. Louis Fréchette va écrire la légende d'un peuple pour parler de l'histoire, donc les récits héroïques des Canadiens français. Et donc, on retrouve ce sens spécifique du mot légende aussi chez Honoré Beaugrand dans Une légende du Nord-Pacifique. Il nous retrace l'origine des peuples amérindiens qui remonte à l'origine aussi du Japon. Donc, si vous prenez votre recueil à page 138-139, donc tout en bas de la page 138, le personnage que rencontre le narrateur autobiographique qui est Beaugrand, lui dit « Je suis l'un des messagers de la reine des Aïnos qui a d'abord peuplé et colonisé le Japon dans le temps que vos historiens aiment à appeler l'époque fabuleuse de l'histoire de notre pays. » Donc, et ça, c'est ce peuple-là, est l'ancêtre des Inuits, des Esquimaux, et là des Amérindiens, etc. Donc, il remonte à l'origine des peuples. Donc, c'est le sens ici de la légende du Nord-Pacifique, qui est un sens plus large que la légende folklorique dont on va parler aujourd'hui. Donc, la légende s'oppose au conte parce que son origine est plus spécifiquement nationale, régionale et sacrée par rapport au conte qui était plutôt laïque et universel. Et sur le plan spatio-temporel, donc on peut repérer l'origine, en quelque sorte, d'une légende. On a dans la légende des données géographiques, des données temporelles, donc un ancrage historique dans le réel. À côté du « il était une fois » du conte, on a quelque chose comme « on était la veille du jour de l'an 1858 dans les chantiers des Rosses en haut de la Gatineau ». Donc on a des indices du temps
et de l'espace, donc un passé identifiable, distancié dans le temps, mais pas trop loin. Donc distancié dans le temps par des récits médiateurs. Hein. Souvent, ce sera le récit du grand-père ou de l'arrière-grand-père. On dit 2-3 générations. Mais donc, c'est un passé qu'on peut retracer, hein, mais souvent qu'on peut pas nécessairement aller vérifier. Hein, et donc, ça va jouer dans la notion du doute sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc, sur le plan du registre, hein, le conte et la légende s'opposent aussi hein, dans la distinction souvent entre merveilleux et fantastique. Hein, donc, mais bon, plus largement, le conte peut avoir plusieurs registres, hein, conte moral, conte réaliste, conte merveilleux. Alors que la légende, dans leur le registre qui domine, hein, c'est le fantastique. Donc, quelle est la différence entre le merveilleux et le fantastique? Ça me donne l'occasion de faire aussi une distinction qui est rarement faite dans la vie de tous les jours. Hein, quand on va dire, par exemple, que Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux hein, sont du fantastique, eh bien, c'est faux. Hein, ils relèvent du merveilleux. Hein, donc, dans le cadre d'un registre merveilleux, hein, tout ce qui est surnaturel est somme toute normal, hein, fait partie des lois propres à un univers. Hein, quand on a accepté le « il était une fois », on entre dans un espace-temps où les lois sont changées par rapport aux lois qu'on connaît. Hein, et où donc l'apparition d'un élément qu'on jugerait surnaturel n'est pas naturel. Hein, c'est ce que dit Jolès dans la citation. Dans cette forme, le merveilleux n'est pas merveilleux, mais naturel. Hein, donc, quand on voit apparaître un dragon, hein, on se demandera pas d'où il sort, hein, qu'est-ce que c'est ça, donc il y a des dragons dans l'univers de Game of Thrones, bon, etc. Donc ça c'est le merveilleux, donc quand on est dans les contes de fées, hein, on est plutôt dans ce registre-là. À l'inverse, la légende appartient au registre fantastique, hein, et donc comme le dit Todorov, le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, les lois de notre monde, face à un événement en apparence surnaturel. Hein? Donc, dans le fantastique, si on voit apparaître un dragon, on va avoir un doute. Hein? Est-ce que j'ai trop bu? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un problème, il y a un doute qui s'installe. Hein? C'est pas normal qu'il existe des dragons hein, ou des elfes. Est-ce qu'on est l'Halloween? Donc, le surnaturel surgit dans un contexte réaliste et va donc provoquer un sentiment d'étrangeté, de doute, hein, de crainte. Donc, cette hésitation-là. Donc, c'est là-dessus que vont jouer les légendes. Hein. Donc, provoquer le doute du lecteur, hein, se demander comment ces choses-là peuvent apparaître, vont emmener le lecteur à chercher des causes rationnelles à l'apparition du surnaturel. Hein. Et donc, ça sera le but, hein, ou enfin, ce sera un des éléments importants dans les légendes d'Honoré Beaugrand. Donc, la visée, hein, dans cette perspective aussi, bon, merveilleux, fantastique, pour le fantastique et la légende, ça aura un lien. Donc, la visée est différente dans le conte et dans la légende. Donc la légende, et là je vais commencer avec la légende, justement puisqu'elle instaure le doute, hein, il y a un rapport au sacré, à la croyance, au spirituel, hein, donc une visée édifiante. Donc, la visée édifiante, c'est ce qui porte à la vertu ou à la piété. Donc on est dans un registre sacré, hein, c'est l'apparition de Dieu ou du diable, hein, et donc le fantastique ou le surnaturel hein, va souvent relever hein, d'une apparition soit divine, soit diabolique, mais donc d'une apparition qui relève hein, des croyances religieuses. Et donc, il s'agit pour les légendes fantastiques, hein, d'amener les auditeurs ou les lecteurs à réfléchir hein, sur leur vertu, sur leur piété et à adopter hein, des comportements qui sont davantage chrétiens. Hein, donc avec Rose la Tulipe, par exemple, hein, qui, parce qu'elle accepte de danser sur le mercredi des cendres avec le diable, hein, donc met son âme en danger et doit ensuite se réfugier dans un couvent, par exemple. Donc on est dans cette visée édifiante qui met en jeu l'âme hein,
peut-être des individus. Dans le conte, on est dans quelque chose de plus laïque, de plus profane, hein, donc il y a une visée didactique aussi, il y a cette volonté d'enseigner quelque chose, d'instruire en amusant, hein, c'était un peu le slogan des auteurs de contes au XVIIe siècle français. Mais cette instruction, cet enseignement-là qui se veut véhiculer dans le conte, hein, n'est pas nécessairement relié à des vertus religieuses, hein, c'est plutôt des conseils plus larges de la vie quotidienne. Donc voilà pour la visée, hein, didactique versus édifiante. Sur le plan de la forme, hein, et donc ça... aussi, ça se remarque dans la façon dont les textes sont écrits. Le conte est passé assez tôt à l'écrit et donc présente disons un récit qui est plus neutre, hein, ou en fait où la présence de l'énonciateur, elle n'est pas nécessairement mise autant en évidence que dans la légende, hein. Donc dans les contes, on va avoir souvent des narrateurs extradiégétiques, donc des narrateurs externes, hein, qui vont utiliser une description au « il » à la troisième personne pour parler des personnages mis en scène dans les contes, par exemple. Alors que dans la légende, hein, la tradition orale ou l'oralité est plus affirmée, à la fois dans la mise en scène d'un langage oral, dans la présence d'un personnage de conteur, hein, qui va devenir narrateur intradiégétique, donc narrateur interne, qui va donc utiliser le « je » pour raconter ses déboires. Hein, donc là, s'il est autodiégétique, hein, il est lui-même le héros, c'est un narrateur héros, hein, ou un narrateur témoin, alors il va raconter les aventures qui sont arrivées à un ami, à un père, à un grand-père, par exemple. Mais donc, il y aura un narrateur qui va parler au jeu davantage dans les légendes que dans les contes. Et donc, après cette tentative de distinction entre conte et légende, hein, je vous demande, dans le recueil que vous avez lu, La Chasse-Galerie, donc il y a 8 récits, hein, et on dit bien La Chasse-Galerie et autres récits, donc comme ça, l'éditeur n'a pas à se compromettre à savoir est-ce des contes ou est-ce des légendes, mais je vous demande, selon vous, hein, d'après ces deux définitions, combien y a-t-il de légendes et combien y a-t-il de contes? Donc, si vous voulez réfléchir un peu, vous pouvez peser sur pause avant de passer à la prochaine diapositive où je vous... En fait, non, il n'y aura pas de prochaine diapositive avant que je vous révèle la chose. Donc, combien de contes, combien de légendes? Si je vous dis qu'il y a 6 légendes et 2 contes, est-ce que vous êtes bien arrivé à ça? Donc, 6 légendes, la chasse-galerie, le loup-garou, la bête à grand-queue, le fantôme de l'avare, les hantises de l'au-delà, ça va. Puis, une légende du Nord-Pacifique, hein, donc qui correspond davantage à la première définition de la légende, hein, qui serait le récit des origines d'un peuple, par exemple. Donc, les 5 autres que j'ai nommées répondent assez bien aux caractéristiques. Elles sont ancrées dans un contexte national. On y retrouve une inscription spatio-temporelle. Hein, donc, je vous ai lu le passage de la chasse-galerie. Puis sinon, dans le loup-garou, on est quelque part dans le comté de Sorel en temps d'élection. Donc, c'est un contexte qu'on peut assez bien repérer. Hein, c'est l'histoire du narrateur et du père du narrateur. Donc, on n'est pas très loin dans les générations. Dans la bête à grand-queue, on est quelque part entre Berthier et Lanoret. Hein, donc, c'est une histoire contemporaine du récit qui en est fait. Bon, dans les Atlantides de l'au-delà, on a des inscriptions biographiques qui nous ramènent à la vie d'Honoré Beaugrand. Donc, on peut très bien repérer le temps et le lieu. Dans tous ces textes, on est aussi dans un registre du fantastique, hein, puisqu'il est toujours question de la croyance au surnaturel ou non. Hein, donc, est mise en scène dans ces légendes une forme de procès, hein, de l'argumentation, des pièces à conviction, par exemple, pour prouver ou non son point. Hein, je reviendrai sur la bête à grand-queue qui est particulièrement révélatrice dans ce sens. Mais si on va voir, par exemple, dans les hantises de l'au-delà, hein, l'idée de la coïncidence, hein, donc c'est ce qui est mis en scène, page 148.
Hein? Et donc, la coïncidence, c'est ça. Hein? Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que c'est réel? Hein? Donc, on est quelque part dans le doute, dans cette hésitation hein, qu'évoque Stéphane Todorov. Hein? Donc, page 148, deuxième paragraphe. Hein? Rien d'absolument étrange, rien d'impossible physiquement parlant. Mais curieuse, très curieuse coïncidence assurément pour deux personnes qui n'avaient jamais même échangé un regard d'intimité. Donc le titre, les hantises de l'au-delà, hein, tendent aussi vers le surnaturel, alors même que la coïncidence hein, est tout à fait rationnelle. Je l'avais évoqué quand on avait parlé notamment du fait divers, hein, donc quelque chose d'invraisemblable qui est présent ici, qui frôle hein, ce fantastique, ce sentiment d'étrangeté. On retrouve aussi dans ces légendes une visée édifiante. Dans la plupart des cas, l'apparition du surnaturel est liée à soit un pacte avec le diable, soit à des dogmes religieux non respectés. Hein, donc, ne pas faire ses Pâques, donc ne pas communier dans la période de Pâques, hein, ou faire des Pâques de renard, faire communier trop tard, hein, après Pâques. Ou donc l'idée d'offrir l'hospitalité, hein, qui est une valeur chrétienne. Donc il y a une dimension sacrée qui est présente dans la plupart de ces légendes. Et il y a une mise en scène de la dimension orale à travers personnages de conteurs, hein, que ce soit Joe le Cook dans la chasse-galerie, le père Brin d'Amour dans Les Loups-garous, Fanfan Lazette avec la bête à grand queue, le grand-père hein, qui raconte sa rencontre avec le fantôme de l'Avare, ou Beaugrand lui-même hein, dans les deux derniers textes, dont un est une conférence, donc il y a cette idée-là aussi hein, d'une présentation orale. À l'inverse, si on prend Macloun et le père Louison, on est davantage du côté du conte. Hein, ici, d'un conte réaliste, hein, pas d'un conte merveilleux, puisqu'il n'y a pas d'apparition de surnaturel. Hein, ce qui est mis en cause, ce sont plutôt des défauts humains, hein, la laideur, la pauvreté, la colère hein, et la façon dont, la tolérance des gens par rapport à ces défauts notamment. Donc ce sont des histoires qui sont plus universelles. Hein, si on regarde la première phrase de Macloun, à la page 75, hein, bien qu'on lui avait donné au baptême le prénom de Maxime, tout le monde au village l'appelait Macloun. Hein, donc il y a ce on-là, hein, le on impersonnel qui va revenir sans arrêt. Donc qui pourrait être chacun et tout le monde. Hein. Donc on évoque le village. On va apprendre par la suite que le village c'est Lanoret, mais ça pourrait être somme toute n'importe où. Hein. Marichette, elle, est de la Petite Misère, quartier de Contrecoeur. Hein. Et donc Petite Misère et Contrecoeur pourraient presque être des appellations symboliques ici, hein, si ça renvoyait pas à des vraies inscriptions géographiques. Hein. Ça a quand même une portée symbolique, une connotation que Petite Misère est à contre-cœur, hein, contre sa volonté. Et on voit déjà hein, dans la première phrase qu'il n'y a pas de date. Hein, et donc là, sur le plan de l'ancrage temporel, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de situer chronologiquement une histoire comme celle de Macloun. Même chose dans le père Louison. Hein, donc dans le père Louison, en plus, le nom du village est censuré en quelque sorte. On sait que c'est le village de L. Point de suspension. Hein. Chez Beaugrand, c'est fort probablement Lanoret ou Lavaltrie. Hein. C'est de là que situent la plupart de ces histoires. Mais on le sait pas. Hein. Donc il y a cette volonté d'universaliser un peu le récit hein, parce que ça pourrait être un village comme un autre dans ce texte. Donc, ce sont aussi des récits qui sont davantage écrits, hein, donc avec des narrateurs extra-diégétiques et omniscients. Hein, donc, mais néanmoins, hein, ils appartiennent à la tradition orale et ça, on le voit par la thématisation plus que par la narration, hein, où on a une omniprésence de la rumeur dans les thèmes mis en scène dans ces deux récits. En la rumeur, les ouï-dire, je vous parlais du on impersonnel hein, qui est omniprésent. Hein, la présence des commères hein, qu'on a à la page 75, en dépit des prédictions de toutes les commères des alentours. Les commères reviennent aussi à la fin de Macloun
si je ne m'abuse, non, à la fin du Père Louison, ou dans le Père Louison, à la page 106, hein, les soins empressés de tous les commères du village. Hein, donc, à la page 97, hein, je pense que c'est là que c'est peut-être plus évocateur, hein, l'usage du on. On l'avait surnommé le grand tronc, on le désignait hein, lorsqu'on glosait sur son compte, il avait une réputation, hein, donc c'est ce on-là qui spécule hein, sur l'origine du Père Louison. Donc il y a une mise en scène ici hein, des oui-dire de la rumeur qui inscrit quand même une forme de tradition orale, hein, c'est le bouche à oreille qui est mis en scène dans ces contes et qui permet donc de le rattacher à cette forme de tradition. Et on a aussi quelques passages en discours direct, la mise en scène d'un procès, hein, où là aussi il y a des paroles évoquées. Et à la page 112-113, hein, on a le récit du passé du Père Louison, hein, qui nous rappelle un peu la forme de la légende. Hein. En bas de la page 112, oh, il y a longtemps, bien longtemps, c'était au temps de mon premier voyage à la Gatineau. Nous faisions chantier pour les Gilmore. Donc, on a ici l'insertion hein, d'une légende dans un conte. On pourrait le voir comme ça, hein, mais donc ce rappel de la tradition orale. Et donc, ces deux textes appartiennent aussi au conte parce qu'ils ont une visée davantage morale qu'édifiante. Hein. Il n'y a pas de question de punition divine. Au contraire, hein, c'est plutôt un portrait des hommes et de leurs défauts. Donc, le conte de McLuhan hein, vise à transmettre peut-être une leçon de tolérance envers les différences, hein, l'idée que l'amour se soucie peu des apparences ou de la condition sociale. Hein. Dans le Père Louison, il y a toute une réflexion sur la justice. Hein, faut-il juger un homme d'après ses actes passés? Hein, puisqu'on voit que l'attaque contre Rivet c'est pas elle qui est jugée grave en soi, hein, c'est le fait d'apprendre qu'il s'agit d'une récidive qui va faire condamner le Père Louison. Donc, ce sont davantage des contes moraux qui font réfléchir sur la nature humaine, sur ses travers, hein, et qui proposent une critique sociale. Et donc, ce serait là l'opposition ou la distinction entre le conte et la légende. Et donc, Beaugrand s'est livré à l'exercice de d'écrire des textes à la fois dans ces deux formes. Donc, on va maintenant regarder hein, donc de plus près la visée des contes d'Honoré Beaugrand, hein, donc la fonction de ces contes et légendes. D'abord, on a vu, hein, particulièrement pour les légendes, hein, que celles-ci avaient traditionnellement une visée édifiante. Hein. Donc, dans la logique de l'idéologie de conservation hein, et de l'ultramontanisme dont j'ai parlé dans la capsule précédente, hein, il y avait cette volonté de faire en sorte que la littérature serve hein, de réserve d'exemple pour montrer aux individus hein, qu'il faut respecter les règles de l'Église ou ne pas contrevenir à celles-ci, hein, comme je donnais comme exemple Rose la Tulipe, hein, ne pas danser sur le mercredi des Cendres. Donc, chez Beaugrand, il y a néanmoins cette visée édifiante en apparence. Hein. Donc, dans la chasse-galerie, il y a l'idée de ne pas faire un pacte avec le diable, hein, ne pas risquer son âme pour aller voir sa blonde. Donc, qui est prôné. Hein, dans la bête à grand queue, Fanfan Lazette donc rencontre la bête à grand queue parce qu'il a fait des pâques de renard et à la fin du conte, il est condamné à faire ses pâques dans les temps. Donc, ici encore là, hein, incité à faire respecter les règles de l'Église. Hein, même chose pour dans le fantôme de l'Avare, hein, qui est condamné parce qu'il n'a pas offert l'hospitalité aux voyageurs, hein, ce qui est une valeur prônée par l'Église catholique. Et à la fin hein, du fantôme de l'Avare, donc à la page 129, on voit bien hein, la fonction édifiante de la légende qui porte ses fruits, puisque quand on revient hein, dans le récit cadre, le grand-père invite hein, sa famille et ses petits-enfants à se mettre à genoux hein, et à prier pour les voyageurs égarés. Hein. Donc, la légende a pour but hein, d'édifier l'âme des chrétiens. Donc, ça, c'est en apparence. Toutefois, chez Beaugrand, puisqu'on a vu que Beaugrand, certes, est catholique, croyant, donc il cherche quand même à transmettre des valeurs
morale, mais Beaugrand est un libéral radical peu enclin à faire de la propagande catholique, et donc il faut voir un peu plus loin pour s'intéresser à la fonction des contes et légendes chez Beaugrand. Donc, une deuxième fonction, peut-être plus importante dans les contes et légendes de Beaugrand, c'est la dimension ludique et ironique des récits, où est mise en scène ce jeu sur le vrai et le faux, qu'on retrouve notamment dans le registre fantastique. Donc, dans les légendes, tous les procédés de véridiction, donc qu'ils soient langagiers, donc toutes les fois où les narrateurs disent « je vous le jure, c'est la vérité », ou qu'ils soient matériels, on a des preuves matérielles de ce que les personnages avancent, sont presque toujours soit renversés, soit invalidés, soit compensés par un autre récit, d'autres éléments qui viennent toujours mettre en doute le surnaturel. Et Beaugrand s'amuse beaucoup dans ce jeu que permet le fantastique. Par exemple, donc, dans la chasse-galerie, il y a un récit parallèle à la fin qui est fourni par les autres hommes de chantier, qui dit qu'ils ont trouvé sous dans un banc de neige. On pourrait aussi voir que le personnage s'endort avant de faire, donc dans le récit, avant de raconter, semble se réveiller à la fin, donc peut-être que c'est un rêve. On peut aussi se poser la question, au final, les hommes qui font la chasse-galerie, donc quand Baptiste finit par sacrer au milieu du voyage, donc ils contreviennent aux règles, et donc leur âme devrait être condamnée, et au final, ils s'en sortent, et donc là, ça instaure aussi le doute, cette conclusion dans la légende de la chasse-galerie. Dans le fantôme de l'Avare, qui est peut-être la légende la plus édifiante, il y a néanmoins présence d'un doute, volonté de Beaugrand de semer le doute ou de rappeler qu'il existe un contre-discours. Si vous allez à la fin, à la page 129, donc dans l'avant-dernier paragraphe, à peu près au milieu, quelques esprits forts ont prétendu que j'avais rêvé sur la route, mais où avais-je donc appris les faits et les noms se rattachant à l'incendie, etc. Donc, rappelle qu'il y a quand même des sceptiques, qui contredisent le récit du grand-père ici. Dans le loup-garou, on a aussi cette mise en scène d'une opposition entre des gens qui croient et des gens qui ne croient pas, la page 46, pardon. Après le premier récit fait par le père Birin d'Amour, il dit « Vous vous moquez de mon histoire, j'en ai une autre que mon défunt père m'a racontée. Je me fâcherai un peu sérieusement si vous faites seulement semblant d'en douter. » Et donc cette exagération-là, qui est présent, il y a une forme d'ironie, si vous faites seulement semblant d'en douter. Donc il y a une ironie avec le pacte de vérité qui est mis en scène par Beaugrand, et qui fait en sorte que le pacte de vérité est toujours un peu douteux, disons-le comme ça. Et donc, même dans cette légende-là, où il y a une preuve matérielle, la main de la jeune femme qui était loup-garou, qui semble prouver, hors de tout doute, l'expérience, ça relève du récit. On verra que ça relève d'un récit de personnages peu crédibles aussi. Je vais revenir. Et donc là où c'est peut-être le plus mis en évidence, cette dimension ludique, ce jeu sur le vrai et le faux, cette ironie de Beaugrand, c'est dans La Bête à grand queue, qui prend carrément la forme d'un procès à la fin. Donc après la légende, il y a une espèce de prologue où on nous dit que ce récit a donné lieu à un démêlé resté célèbre dans les annales criminelles de Lanoraie, et on a une preuve matérielle qui est le procès verbal qui serait en possession duquel sera en possession Honoré Beaugrand lui-même. Ils disent d'aller voir Honoré Beaugrand pour avoir une copie conforme de ce procès verbal. Donc il y a ici vraiment des procédés de véridiction, du moins qui tend à vérifier le procès, mais ça reste un procès qui est ridicule, qui est tourné au ridicule par Beaugrand. Donc, je vous rappelle les 3 décisions qui ont été prises. Donc, d'abord, il y a un point à la page 71
sur lequel tout le monde est d'accord, en considérant que l'existence de la bête à grand queue a été de temps immémoriaux reconnue comme réelle. Donc, il n'y a pas de remise en doute de la superstition ici, il n'y a pas de remise en doute du surnaturel, hein, donc la bête à grande queue existe. Et donc là, ici, une ironie, hein, une connivence qui s'instaure entre le lecteur et Beaugrand, hein, qui, eux, sont plutôt du côté des non-croyants, des non-superstitieux, et le reste de la population, hein, qui croit à la bête à grand queue. Et donc, en décision finale, Fanfan Lazette est forcé de faire ses Pâques dans les conditions voulues par notre Sainte Mère l'Église. FX Trompe doit renfermer mieux ses taureaux. Et enfin, que les deux intéressés en cette cause soient condamnés à prendre la queue coupée par Fanfan et à la mettre en loterie parmi les habitants de la paroisse, afin que la somme réalisée nous soit remise à titre de compensation pour notre arbitrage, pour suivre la bonne tradition qui veut que dans les procès douteux, les juges et les avocats soient rémunérés, en quel que soit le sort des plaideurs. Donc ici, donc la réalité et la superstition sont en quelque sorte renvoyées dos à dos, et c'est finalement les jurés qui s'en sortent bien. Donc il y a une critique ici à la fois de la superstition et de la personne qui veut contredire la superstition. Donc on a ici les éléments typiques d'une légende édifiante, un mauvais chrétien qui est puni pour ses fautes par la rencontre d'un être surnaturel, puis un châtiment qui le ramène dans le droit chemin, mais il y a aussi cette ironie qui s'installe dans la mise en scène d'une superstition généralisée, et aussi donc par la mise en scène de l'incompétence et de la malhonnêteté des notables, des autorités en place qui vont servir de jury. Et donc ça va nous emmener dans notre prochaine fonction des légendes de Beaugrand. Donc, troisième fonction des contes et légendes d'Honoré Beaugrand, un point de vue critique sur le monde. On vient de le voir avec la bête à grand queue, qui critique somme toute les notables qui vont tirer profit du procès qu'ils sont invités à juger. On retrouve aussi cette critique-là particulièrement dans le loup-garou. Donc, je vous invite à prendre la première page du loup-garou, page 39, où on va se moquer, où Beaugrand se moque d'abord des avocats de Montréal. Vous êtes tous des fins, les avocats de Montréal, pour vous moquer des loups-garous. Donc, les avocats qui prennent une posture disons, de rationaliste à l'extrême, et qui, plus loin, on les retrouve à la page 40 en haut, là, dans une salle basse remplie de fumée, 25 à 30 gaillards des alentours causaient politique sous la haute direction d'un étudiant en droit qui pontifiait. Donc, pontifier, parler de façon prétentieuse, prendre des airs de pontife, donc un grand dignitaire catholique. Donc là, ici, il y a le ridicule de l'étudiant en droit, qui est généralement plutôt libéral, qui va pontifier. Donc, critique des avocats de Montréal, critique de la jeunesse, mais aussi, à la limite, critique du père Brindamour, qui était rendu au paroxysme d'un enthousiasme échevelé et criait comme un possédé, donc un peu excessif. Et au final, ce qu'on comprend, c'est que dans cette légende-là, Beaugrand met en scène une association de conservateurs, de bleus, au moment d'une élection. Donc, ce sont les bleus qui parlent des rouges de Sorel. Mais je vous rappelle que Beaugrand est rouge, c'est un libéral. Et donc, en mettant en scène comme ça des politiciens, ou des politiciens ou des gens qui parlent de la politique, qui sont des partisans des conservateurs, ils cherchent à les tourner un peu en dérision. Ils insistent sur leur goût pour l'alcool, notamment, donc le récit de Pierre Riche Brindamour, sa principale raison d'être, c'est de pouvoir gagner un gallon de whisky d'élection, donc à la page 43. Eh bien, j'en ai une histoire et je vais vous la conter, mais à une condition, vous allez nous faire servir un gallon de whisky d'élection pour que nous buvions à la santé de M. Morgan, notre candidat. Le petit lait électoral il finit par délier les gosiers, et Pierre-Riche Brindamour raconte son histoire. Et à la toute fin, donc c'est là qu'arrive l'ironie et qu'on voit bien que Beaugrand se moque un peu de son narrateur et de ses personnages. Page 50, la finale du récit
du père brin d'amour. Voilà mon histoire, monsieur l'incrédule. Je vous assure qu'elle est diablement plus vraie que tout ce que vous venez de nous raconter à propos de l'Hector Langevin, de monsieur Morgan et de petit Baptiste Guèvremont. Hein? Donc, l'Hector Langevin, c'est en réalité Hector Langevin. Hein? Baptiste Guèvremont, c'est Jean-Baptiste Guèvremont. Ce sont de véritables candidats conservateurs à l'époque. Hein? Et donc là, on voit hein, cette volonté, et donc et leurs partisans hein, ment à propos des candidats. Hein. Donc l'histoire du loup-garou serait plus vraie que ce que les partisans des Bleus hein, racontent de leurs propres candidats pour essayer de les faire élire. Hein. Donc il y a l'idée que les conservateurs sont des menteurs. Qui n'ont pas de légitimité, hein, qui sont superstitieux, qui croient au loup-garou, et au final, ce que Beaugrand fait, c'est qu'il annonce la victoire des Rouges. Ah, mais s'il faut en croire Baptiste Rouillard qui cabale de l'autre côté, j'ai bien peur que les Rouges nous fassent tous courir le loup-garou le soir de l'élection. Hein. Et donc, c'est un peu ici un clin d'œil de Beaugrand à la situation électorale, hein, une prise de position partisane de sa part, hein, et qui fait payer un peu les conservateurs. Donc, ce point de vue critique sur le monde, hein, bon, ici va s'incarner de façon ludique dans une petite guerre électorale, mais c'est aussi dans cette fonction-là que pourraient s'inscrire les contes, hein, donc les contes qui viennent rejoindre les légendes, sans qu'il y ait de morale à proprement parler, hein. Les deux contes font une critique des institutions et des notables de village, hein. Le curé et le médecin hein, dans Macloune, puisque ce sont eux qui décident d'empêcher le mariage de Macloune et de Marchette. Puis dans le Père Louison, hein, c'est le magistrat, le curé et le notaire qui décident de condamner le père Louison hein, après son vrai procès, donc un peu à huis clos, hein, vont décider de le condamner pour faire un exemple, hein, c'est à la page 111, alors qu'on apprend que la population serait plutôt encline à lui pardonner ou à donc tolérer son excès. Et donc finalement, dernière fonction, hein, peut-être la plus importante chez Beaugrand, la consignation et la mise en scène du folklore et de la tradition orale. Hein, donc on l'a vu, Beaugrand participe à l'Academy of Folklore, il est intéressé par le folklore, hein, il veut consigner certains récits, hein, et en ce sens, c'est là que peut-être qu'il rejoint hein, les soirées canadiennes et l'exergue de Charles Nodier, hâtons-nous de raconter les belles histoires du peuple avant qu'il ne les ait oubliées. Hein, c'est un peu ça que Beaugrand veut faire dans son recueil. Hein, il recueille ces légendes-là comme une tradition, hein, bon, et met en scène, hein, à travers un récit-cadre sur lequel on va travailler dans la prochaine capsule, hein, un divertissement qui était un divertissement commun au 19e siècle, qui faisait partie d'une certaine routine. Hein, donc, à chaque jour de l'an, on raconte une histoire pour passer le temps en attendant minuit, ou on raconte hein, des légendes dans les chantiers. Et c'est ça que Beaugrand veut mettre en scène dans ses légendes. Et donc, François Ricard et Victor Lévy-Beaulieu, ce sont les deux citations que j'ai tirées. Les deux dans des recueils. Donc Ricard, la citation est tirée d'un recueil de Honoré Beaugrand que Ricard, donc un autre recueil que Ricard préface. Et Victor Lévy-Beaulieu aussi dans un texte qui met en scène les légendes québécoises, en viennent à la conclusion qu'au final, ce qui nous intéresse dans les légendes, c'est moins l'intrigue, le récit, hein, que ce qu'il y a autour. Donc Ricard écrit « La légende est plus qu'un simple récit, c'est une cérémonie, une manifestation totale dont le récit n'est que le centre ou l'occasion. » Donc ici, ce que Ricard retient, c'est ce qu'on va appeler la situation de comptage, la cérémonie, la mise en scène dans laquelle un récit va être raconté. Pour Beaulieu, pour lui, ce qui constitue encore le charme et dans certains cas la fascination de ces contes, de ces légendes, tient à toute autre chose que le folklore ou que le récit qui est contenu, c'est leur langage, donc la mise en scène de l'oralité qui rappelle leur origine orale. Donc, dans la prochaine capsule, on va s'intéresser à la structure du conte et à justement l'intérêt de l'oralité, de la situation de contage à l'intérieur des légendes.